C'est l'heure du making-of du carré. Carré. Ça, c'est la réverb. Johan, bonjour. Salut Loïc. Bienvenue dans le carré. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, Johan, on te connaît pour plein de choses. On va revenir au début déjà. Ça fait quelques années maintenant que tu es dans le milieu du poker. Est-ce que tu peux juste, sans rentrer trop dans les détails, mais nous parler un peu de comment tu as fini là, quoi? Je pense que j'ai eu le parcours classique du mec qui a joué entre potes. Au début, Ouais. on a joué genre. Tu sais, on a joué les parties. On était au Cap d'Agde, on avait loué une villa avec mes potes. Hors poker, puisque j'étais pas du tout dans le poker, mais mes potes du lycée, que j'ai retrouvé à 21 ans. Ouais, j'avais 21 ans. On s'est fait une semaine au Cap d'Agde, on a loué une espèce de villa, et un soir, il y a un mec qui a dit ouais, venez, on fait un poker et tout le monde connaissait les règles sauf moi. Donc ils m'ont appris le Texas Hold'em. Évidemment, j'ai perdu mes 10 euros, je crois que c'était 10 euros. Ça m'a tilté de. Enfin, moi, c'est pas que ça m'a tilté, c'est que j'aime pas perdre déjà, et j'aime bien comprendre les choses. Quand j'aborde un truc, c'est que j'ai envie d'aller au bout du truc. Et là, c'était un jeu de stratégie, ça me parlait vachement, et du coup, j'ai tapé tout de suite sur internet. Je me suis dit, il y a de la stratégie dans le jeu. Alors, tout le monde parlait de chance. Je me suis dit, il y a quand même de la stratégie, forcément. Beaucoup, j'avais l'impression. Donc, je tapais sur Google, genre stratégie poker. Et là, j'ai vu qu'il y avait en fait plein de trucs de stratégie. Il te disait, j'ai juste appris un truc d'abord, et je suis allé le soir même ou le lendemain au casino pour essayer, tu vois. Ouais. Voilà. Et j'ai juste appliqué à la lettre ce qu'il disait dans la stratégie, et voilà, ça marche. Enfin, c'est là, à partir de là, que j'ai eu le moment où j'ai eu envie de jouer au poker. Pourquoi t'es resté dans ce milieu après? Mais en fait, la toute première année, par contre, je jouais comme ça pour le plaisir, parce que je me disais quand même, je vais pas réussir à gagner ma vie comme ça. Mais après, quand j'ai vu, ce qui m'a fait rester, c'est que j'ai vu que je gagnais plus à un moment au poker que dans mon taf. Et du coup, là, je me suis dit, je vais peut-être faire un CDD poker, je vais peut-être arrêter ce que je faisais et changer de vie, tu vois. Je me suis donné au début 3 ans, et en fait, là, ça fait déjà 4 ans, mais je vais rester un peu plus que prévu parce que j'aime bien ça. Tu t'es donné une deadline? Je m'étais donné justement 3 ans, et là, maintenant, c'est. Là, par contre, j'ai la vraie deadline, et je pense vraiment m'y tenir. C'est à 29 ans, là, j'ai 25. À 29, je pense arrêter, et le plan, c'est d'arrêter quand j'ai acheté un appart à Paris. T'en as certains qui se mettent une somme aussi des fois en tête. Est-ce Ouais, que c'est ça à peu près, c'est là le prix d'un appart. J'aimerais bien avoir un appart à Paris, j'ai envie de vivre là-bas. Donc demain tu chippes 300K, 400K, t'arrêtes? Non, j'arrête pas, j'achète tout de suite le bien, comme ça j'ai pas l'impression, si tu veux, de devenir tout de suite riche, de péter des plombs, n'importe quoi. Donc en fait, ma bankroll elle restera la même, puisque je vais tout de suite acheter mon bien avec les sous. Maintenant, je suis plus trop dans la position de chip ces trucs-là, puisque je fais un peu moins de live qu'avant. Je fais beaucoup plus de online depuis un an. Et mais avant, effectivement, quand j'ai cumulé le circuit, c'était le plan. Ouais. Genre, chip un gros tournoi et faire ça, quoi. Acheter un appart. Pourquoi aujourd'hui on te retrouve moins en live? Parce que j'ai remarqué qu'il y a énormément de parts de chance. Je m'en rendais pas trop compte au début, j'avais l'impression que vous pouvez maîtriser sur plein d'éléments. On a un edge effectivement sur les joueurs qui sont beaucoup plus faibles que online, d'une manière générale. Le truc c'est que l'edge ne suffit pas à compenser le manque de volume, c'est-à-dire qu'on fait tellement peu de tournois, et ça, cette phrase on la connaît, tout le monde dit ça, donc je vous apprends rien. C'est qu'on fait tellement peu de volume que on ne peut pas battre la variance. Donc il y a des gens qui vont être nés sous une bonne étoile, effectivement, ils vont avoir une chance incroyable, ils vont pas forcément se rendre compte. Quand tu vas leur parler, tu vas dire bah non mais le live les gens ils sont mauvais, c'est facile, voilà, il suffit de faire ça. Ils n'ont pas tort, mais il suffit pas juste de ça en fait. Il y a un nombre incalculable de coin flip et de 70-30 et de 80-20 et de flop à toucher et de turn à barrel et de. En fait, tout est sujet à variance en fait, tout, y compris le fait de se retrouver, effectivement, que je te dis un détail, une turn favorable à la range de l'agresseur que tu vas pouvoir barrel, l'adversaire ne peut rien faire puisque c'est trop une scary card, il peut rien faire, tu l'as trop dans ta range. Voilà. Mais elle tombe au moment où tu l'as pas cette carte en main, mais elle tombe à la turn, et rien que cette carte, c'est une part de variance positive qui est tombée à un moment précis où tu en avais besoin pour faire ton deuxième barrel qui va te permettre de prendre un pot qui va faire que tu vas pas bust la prochaine main parce qu'il va te rester 5 blindes sur le setup que tu vas prendre, et les 5 blindes vont te faire gagner le tournoi. Enfin là je t'ai donné un scénario, mais par exemple la main suivante, vu que tu as mis ton deuxième barrel, tu as pris ce pot là que tu n'aurais pas dû prendre parce qu'il y a eu la carte qui t'a aidé, et si ça aurait été une doublette tu aurais give up et tu aurais perdu. Et bien tu prends 2 rois 2 as, tu ne touches pas ton roi, il te reste 5 blindes, et ces 5 blindes là vont peut-être faire gagner le tournoi, ce qui m'est déjà arrivé plein de fois online du coup. De ces 3 premières années où tu étais beaucoup sur live, tu retiens quoi alors finalement? Que c'est super bien par contre, comme moi j'adore les déplacements parce que c'est un peu comme si tu faisais genre une compète de foot, je sais pas,
compète de natation, hein. Tu vois tous tes potes, tu vois tous les gens avec qui tu joues toute l'année online, tu vois tous les gens avec qui tu joues aussi en live. Tu passes du temps dans le même hôtel, donc il y a les soirées, il y a de la dragouille, il y a des disputes, il y a tout. Donc c'est super agréable, c'est un peu, ouais, un peu une mini TRIT pendant 3-4 jours, parfois les tournois, parfois c'est plus long, genre Vegas c'est un mois. Vegas c'est particulièrement bien parce que c'est un mois et que là il y a vraiment plein d'aventures qui se passent en dehors du poker. Donc ouais, ça j'adore. C'est le côté là qui me plaît vraiment. Maintenant, si demain tu me dis tu t'es sponsorisé, tu vas jouer en live les tournois de l'année, je dis oui tout de suite parce que ça reste quand même un métier génial dans le sens où tu voyages, tu découvres des pays, tu vas jouer les plus beaux tournois du monde, c'est filmé. Les gens, si tu veux, tu représentes sur une marque, les gens vont admirer finalement ce que tu fais. Et moi, je trouve ça très agréable comme sensation. Et c'est clair que jamais je pourrais dire non à quelque chose comme ça, quoi. Tu es passé pas loin de la très 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 grosse perf. On en parlait avant l'émission, des 4 du WSOP, Du main, ouais. demi à l'EPT. Demi à un WPT à Un Venise, WPT. ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas eu la win ou la très grosse place quoi? Bon, je vais faire simple, hein. WSOP c'était le main event, c'était As-3 contre paire de 7, donc un coin flip standard pour un pot à 50 bébés, et puis au WPT c'était un 70-30 en ma faveur que j'ai perdu, et voilà. Ça fait pas rager ça de se Si, dire tu te dis que ça vaut tellement d'argent ce coup, tu peux pas le quantifier en fait en termes d'argent, donc voilà. Tu te dis que ça vaut plein d'argent, mais après j'ai des potes qui ont pris pire que ça, donc je vais pas me plaindre spécialement, tu vois. Après j'ai plein de potes aussi qui ont eu la chance de faire des one time. Et est-ce que ça donne envie d'arrêter? Il y a des moments, ouais, sur le moment, tu te dis c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. J'ai fait tout ça pour quoi? En fait, pour rien ou pour. Après, tu prends de l'argent, les gens vont dire ah, mais c'est bien, t'as déjà gagné ça. Ça, c'est pour les gens qui sont pas forcément dans le poker. Après, les gens qui sont vraiment dans le poker, les pros vont te dire ah, putain, c'est horrible, mec. C'est horrible, mec. T'aurais pu prendre une tonne, changer ta carrière juste à cause de. Enfin, presque de ce coup. Ouais. À rien, quoi. Tu vois. Quand c'est que tu décides de faire le basculement entre le live et le online? Et bien très vite, genre parce que j'ai eu la chance d'avoir un coach au début qui s'appelle Kubik, je peux le citer, mais il joue plus maintenant, je crois, très peu. Et en tout cas, il était dans le poker déjà avant, et c'était un mec avec qui jouait à Dawn of War. Donc moi, en fait, pour t'expliquer, à l'âge de 15 ans, j'ai découvert un jeu vidéo qui s'appelle Warhammer 40 000 Dawn of War. Et je suis tombé amoureux de ce jeu qui est en l'univers de Warhammer, le jeu de plateau, que beaucoup de joueurs de poker connaissent, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent de Magic et de Warhammer. Et donc jouer au jeu de plateau déjà à Warhammer 40 000, je jouais Eldar Noir d'ailleurs, et c'est d'ailleurs mon avatar sur les rooms, c'est un Eldar, voilà. Et donc du coup j'ai trouvé Dawn of War qui est le jeu en temps réel de ce jeu de plateau adapté, donc avec les mêmes races, avec le même univers, voilà. Sauf que c'est un jeu du style Warcraft 3, Starcraft, c'est un RTS, donc Real Time Strategy. Et dans ce jeu-là, je me suis tellement impliqué que au bout d'un an, donc j'étais en seconde à ce moment-là au lycée, et je dormais plus parce que je passais mes nuits sur l'ordi. Et mes parents évidemment, ils avaient une pièce qui s'appelait le bureau, qui était, ils voulaient pas que j'aie des ordi dans ma chambre. Mais en fait, au final, ça n'a rien changé puisque je passais ma nuit dans le bureau. Mon père me trouvait là, après il me dit mais va te coucher, mais fais quelque chose quoi. Je savais plus quoi faire avec moi. Et j'étais là et je jouais tellement d'heures qu'à un moment donné, ouais, je me suis initié top 5 mondial pendant un an. J'étais top 5 mondial de ce jeu et je me suis qualifié pour les World Cyber Games, donc c'était la Coupe du Monde de jeux vidéo. Donc tu avais différentes catégories, tu avais Counter-Strike, Warcraft, Dawn of War. Moi j'étais sur Dawn of War. Et puis voilà, c'était un peu ambiance poker, on se retrouvait à l'hôtel, payé par le sponsor. On était tous ensemble, j'ai rencontré grâce à ça des joueurs d'autres jeux très connus qui eux étaient pros. Moi j'étais pas du tout pro, hein, j'étais au lycée, donc voilà pour te dire. Donc c'était une super expérience. Voilà. Ça, c'était 3 ans de ma vie, on va dire tout le lycée, quoi. Après j'ai arrêté quand j'ai eu 18 ans. Depuis que tu as décidé de te consacrer quasiment qu'online, en quoi ta vie a changé? J'ai des ressources, des revenus nets réguliers, du style. Enfin, alors peut-être que j'ai sûrement un peu de chance aussi online, c'est que j'ai jamais eu un mois perdant. J'ai eu une période de break-even, mais j'ai jamais vraiment perdu sur un mois. J'ai eu une période de quelques mois break-even, qui est quand même très dur, parce que break-even c'est comme si tu perdais, puisqu'au final tu dépenses dans ta vie, etc.
Mais ouais, j'ai jamais eu un mois perdant, donc du coup, bah, c'est rassurant. Tu te dis juste que ça paye. Ça fait quand même 4 ans, donc alors si je chatte depuis 4 ans, peut-être, mais je pense que c'est quasiment impossible sur les chiffres en fait. J'ai fait beaucoup de tournois, et depuis un an, je joue plus en cash game. Je joue toujours les tournois, surtout le dimanche. Tu vois ton avenir comment? Tu veux revenir au live? Tu veux rester online? Comment tu vois là? Pour le moment, je reste online, je veux monter une tonne. J'ai envie de gagner beaucoup d'argent, j'ai envie d'essayer d'accumuler énormément d'argent, de le garder, de le dépenser un peu moins à droite à gauche, pour ouais, atteindre mon objectif d'avoir cet appart. Donc pour le moment, je vais me focaliser online, sauf, ouais, comme je te dis, si demain on me dit, écoute, je veux que tu bosses pour nous, je veux que tu représentes notre room, avec grand plaisir. Je suis là et si je peux, si tu veux, je peux donner un peu je dirais pour les gens qui débutent au poker ou qui rêvent un peu de faire des perfs et tout, si je peux contribuer à ça, moi je suis super content. Je suis le premier à parler avec tout le monde, je suis le premier à vouloir aider les gens à perfer dans le poker, à coacher des joueurs, des jeunes qui veulent réussir ou online ou en live. Donc voilà, comme on m'a coaché au début d'ailleurs. Et ce que je te disais par rapport à Cubic, c'est qu'il m'a coaché et du coup il m'a fait comprendre que mec, il va falloir que tu joues online, sinon tu pourras pas assurer ta vie. Si tu fais, moi je lui disais non mais j'aime pas, je veux voir les gens en face et tout, tu vois, j'avais le discours que tout le monde a en fait. Le poker online c'est pas du poker, le poker online c'est tu vois pas les gens, voilà, c'est pas du vrai poker. Et en fait, Cubic m'a mis tout de suite au clair que c'est comme ça et pas autrement. Mathématiquement, tu vas assurer un profit online. En live, tu n'es pas sûr du tout. Donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'écouter finalement. Je me suis dit, mec connaît mieux que moi, ça fait quand même 3 ans qu'il en vit, donc je vais juste écouter. Il y a des mecs à écouter. Et souvent, l'ego de beaucoup de gens va les faire penser, non, mais il dit ça parce que il a peut-être bad run ou peut-être qu'il n'a pas eu de chance, alors il est pas. Non, le mec est un pro, le mec connaît plus de choses que toi. Moi, j'étais un débutant, un gros fiche, donc j'avais à écouter. Et ça, j'avais quand même cette capacité de m'en rendre compte, même si j'ai beaucoup d'ego, que quand quelqu'un est pro de quelque chose, ben forcément il maîtrise mieux le sujet que toi, donc tu l'écoutes, c'est tout. Et je l'écoutais, et grâce à ça, j'ai fait moins d'erreurs, si tu veux. Mais je ne l'ai pas écouté totalement, la preuve, c'est que je t'ai dit, j'ai fait pendant les 2 premières années, j'allais sur le circuit, avec une roll de 20K, j'allais sur le circuit comme si j'avais une roll de 500K, vraiment. C'est-à-dire que je dépensais je me suis buy-in un EPT, par exemple, entre autres, à l'époque, de ma poche entièrement, alors que j'avais 20K de roll, un quart sur un tournoi. Là on approche de la folie en fait. D'ailleurs, je me rappelle la première fois que j'avais fait ça, quand tu sors 5000 euros, tu les poses comme ça, tu dis ben là en fait j'ai joué un tournoi où genre tu peux bust même à la première main parce que tu as top 7 sur 9-2-3, t'as paire de 9 et le mec, il y a 2 cœurs et le mec il a As-4 de cœur, donc il a tirage quinte et tirage couleur. C'était en 50-50 mec pour 5000 euros tout de suite. Voilà. Une voiture, enfin presque. Donc voilà, j'ai fait le con. Après, j'ai eu la chance de rencontrer des gens. Et ça, par contre, c'est ce qui m'a fait évoluer. Donc le live, finalement, c'est pas inutile, puisque pendant les 2 ans, j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré la plus belle rencontre, ça a été Aubin, parce que donc Cazoul, qui a gagné un bracelet. Je crois que c'est le plus jeune Français à avoir gagné un bracelet WSOP. Mais Cazoul, en fait, je le rencontre au WPT Venise, justement, là où je fais demi. Il est à ma table au D1. Et je vois qu'il n'est pas italien. Parce qu'il n'y a que des Italiens à ce tournoi. Et c'est pour ça qu'on vient d'ailleurs. Les Italiens sont un peu moins bons au poker que le reste de l'Europe. Et en gros, lui, il n'est pas italien. Je vois qu'il a l'air de bien jouer, tu vois. Et comme moi, je suis italien d'origine, et donc je vivais à ce moment-là à Cagliari, et j'ai appris l'italien. Donc avec les gens autour de moi, je parlais italien. Donc lui, il se disait que j'étais un italien, en fait, normal. Mais il voyait quand même que j'étais un pro, peut-être italien. Il me voyait comme ça. Et moi, par contre, je me disais, mais lui, il n'est pas. Et ça m'intriguait parce qu'il jouait vraiment très bien. Et à la pause, je vais voir son ticket avec son nom. Il y a son nom et son truc. Sur les WPT, je crois que tu avais le nom sur ta fiche identifiant. Voilà. Tu vois, Aubin Casal. Et là, je vois que c'est un nom français. Et surtout, je fais le rapprochement avec Cazoul du online. Okay. Donc, je continue le petit jeu de je parle italien. Et là, je me fais griller parce qu'il y a genre un pote qui est en train sur une autre table français qui vient me voir. Alors, t'as combien et tout, machin. Et là, le mec, il parle français. Et là, tout de suite, Cazoul, il fait ah, mais t'es français en fait. Bon, bah, se taper, voilà. Et de là naît une amitié en fait. C'est fou, mais ça naît une amitié. Genre, bon, il bustera très vite, mais juste après, il me dit je vais rentrer en France et tout. Je dis mais non, mais t'es con. Il y a encore plein de sides et tout. Fait non, mais j'ai pas pris de cash sur moi et tout.
Et en fait, je dis mais quoi, il est broke et tout. Mais non, en fait trop pas. En fait, on se connecte le soir. Le mec a une roll énorme sur son PS. J'ai jamais vu un cacheur avec autant de chiffres, tu vois. En fait, il avait pas de cash, tu vois. Je lui dis mais je te prête. Le mec, je savais qu'il allait me rendre, tu vois. Je prête. Enfin, moi, je n'ose pas trop prêter à des gens que je connais pas, mais voilà, j'étais sûr. Et il a dit ok, vas-y, prête-moi. Il a commencé à jouer les sides et tout. On est resté toute la semaine. On a pris une chambre ensemble. Et de là, il y a une amitié. On a décidé d'habiter ensemble à Malte 3 mois après. Donc c'est l'année où il a tout parfait. On habitait ensemble avec 2 autres grinders, donc Jérémy Land et Rodmaster, qui sont aussi 2 très bons joueurs. Donc on était à 4 dans un putain de loft pendant 1 an. Et là, mon poker a basculé parce que j'avais Kazoul tous les jours avec moi, qui était finalement à la fois mon meilleur pote, mon coach, mon tout. C'est lui qui me gueulait dessus si je faisais un play pourri à côté de lui sur le PC. Il le voyait, il disait mais tu peux pas faire ça, c'est interdit. Qu'est-ce que t'as foutu? Tu vois, et il te dit, il y a des choses qu'il va t'apprendre puisqu'il est très carré. S'il te dit un truc, il va pas faire ouais tu peux, non, tu peux faire ça, non, c'est tu dois, ou tu fais. Et comme ça, quand on te gueule dessus, t'apprends. Moi, quand on me gueule dessus, ça marche très bien avec moi. Après, il y a des gens, ça marche moins bien, mais et il m'a gueulé dessus au début au début. Et j'étais pas au début de ma carrière en plus, mais je veux dire au début de ma nouvelle carrière, de là où j'ai commencé à vraiment comprendre ce jeu, c'est clairement grâce à lui aujourd'hui. Et puis je lui ai dit merci 100 fois, et il le sait, il sait ce que je pense de lui. Donc et voilà, l'année là, il ship ce bracelet à Vegas en juin. Donc moi j'avais pas la roll pour partir, donc il est parti seul, tu vois. Nous on l'attendait, on regardait en streaming à la maison à Malte, tu vois. Et là on voit il est en demi du Mix Max à 5K. Et c'est des heads up à la fin. Il y a Hugo Le Maire d'ailleurs aussi à ce moment-là. Il est en demi contre un mec. Il passe la demi à 9h du mat, le streaming fini, donc j'ai passé une nuit blanche à regarder le streaming. Le heads up dure 10 heures. Regarde ça. Et là, on dit bon, maintenant il est en heads up final, il a gagné. Je vais réveiller Jérémy, je lui fais Jérémy, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut pas lui faire une surprise, se ramener à Vegas? C'est fou, on n'a pas trop de bankroll, mais on peut le faire. Ok, on l'a fait. On n'avait pas de fringues propres, on n'avait rien, tu sais, on grindait même comme un peu salace, tu vois. Genre, voilà, on se douchait quand même, on se douche tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on n'avait rien sur nous, voilà, on a tout mis dans une valise, on a dit on lavera à Vegas. On va à Vegas, on prend je sais pas combien d'avions, on fait Malte, Francfort, San Francisco, Vegas, on arrive 24h, 30 heures après, le heads up final c'était déjà joué, on espère qu'il a gagné, parce que si on arrive, on lui fait la surprise, il a fait deuxième, bon, il aurait été super content, c'était 280 000 pour le deuxième, mais je veux dire, c'est mieux que si on arrive, il a fait premier, tu vois. On arrive, on sait pas, on demande tout de suite à une meuf dans l'avion, t'as pas internet, une américaine, 3G et tout. Il dit ouais, on voit sur le site WSOP, on voit Marathon Man, Aubin Casals, Didit, Iwan. Donc il a gagné, on se prend dans les bras, on est super content. On arrive là-bas, on lui fait la surprise. Et à partir de là, il nous dit bah restez et tout, il me stack tous les événements quasiment pour pendant 1 mois. Et c'est là où je fais ma perf au main. Et que Gaël fait, qui est aussi notre pote à Kazoul et moi, Gaël Bowman, fait 10e du main, c'est la même année. Donc on était vraiment dans un cocon de gens, de talents, enfin j'étais vraiment dans un cocon de gens de talent qui ont la chance d'avoir perfait au même moment. Donc je me suis retrouvé tout de suite propulsé, si tu veux, via eux. Après, tu as aussi ce petit côté, parce que voilà, donc je te disais avec Gaël, on faisait aussi Gaël, Kazoul, on faisait le circuit ensemble déjà quelques étapes, tu vois. Et là, ils perfent les deux au même moment. Et tu as ce côté aussi, alors c'est pas du tout de la jalousie parce que c'est eux, ça peut être de la jalousie sur des gens que tu connais moins, mais c'est ce côté putain merde, je suis le seul qui a rien fait. Et tu te dis putain, alors qu'est-ce que je fais? Peut-être que je fais des choses mal et tout, tu te remets en question, alors que pas forcément, tu vois. Alors c'est juste, il y a une question de run énorme sur du live, mais voilà. Mais par contre, ce cocon m'a aidé énormément parce que voilà, ça a permis de me propulser, les rôles de chacun étaient plus élevés, et il y a du stacking qui est parti. J'étais sur le circuit comme un des leurs à leur égal, alors que j'avais une petite rôle et que voilà, j'étais un grinder lambda entre guillemets. En plus de ça, tu as vécu une autre parenthèse, Ouais. la maison du bluff. Alors déjà, comment t'en arrives là? Comment je suis ici bas là? Non, c'est trop bien la maison du bluff, c'est génial. Non mais alors déjà, comment t'y arrives? T'es le premier, on va dire, joueur un peu reconnu par les siens à y aller. Donc déjà, ça buzz direct. Yo Viral va rentrer dans la maison du bluff. Alors déjà, toi, comment tu as l'idée d'y rentrer? Tu sais quoi, en fait j'ai fait tout, on pourrait penser piston et tout, mais en fait pas du tout. J'ai juste rempli le truc, j'étais chez moi à Cagliari, j'ai vu Maison du Bluff, recherche et tout, je vois le questionnaire, un questionnaire avec plein de questions de personnalité. J'ai répondu aux questions, j'ai mis que des conneries.
Il est marqué pourquoi veux-tu faire cette émission de télé-réalité, pourquoi veux-tu faire la maison du neuf. Je lui ai dit bah j'y vais avant tout pour niquer, point. Voilà. Ensuite il y avait je sais plus, voilà, j'ai mis que des trucs comme ça. Et je sais pas, ça les a fait rire, ils m'ont dit viens au pré-casting. Donc c'est bon, tu es sélectionné pour le pré-casting. Pré-casting c'est à Paris, devant une caméra, tac. Je fais le pré-casting, on me dit c'est bon, tu es sélectionné au casting final, qui est 2 mois après. Casting final, donc on a tous vu sur, voilà, si vous ne l'avez pas vu, c'est sur Dailymotion avec Gaël Garcia-Diaz, Alexis Ebsker et Julien Bricard, qui s'est bien passé. On m'a posé plein de questions sur la personnalité et tout. Limite, j'avais peur que le fait que j'étais pro fasse que j'allais pas y rentrer en fait, plus que autre chose. Donc j'essaie de Tu avais pas... une vraie volonté d'y rentrer. Tu voulais vraiment y aller. Ouais, parce que je suis très... en fait, j'adore. Moi, j'adore parler avec les gens, j'adore... Ouais, je suis assez égocentrique aussi, j'aime bien me montrer, tu vois. Je suis très content de passer à la télé, entre guillemets. Alors, passer à la télé pour faire le guignol, non, pas spécialement. Mais passer à la télé pour pouvoir dire ce que je veux, ce que je veux que les gens entendent, ça me va. Avec grand plaisir. Si je peux dire ce que je pense à plus de gens à la fois, je le fais. Et je voyais que une émission de télé-réalité comme ça, j'allais pouvoir avoir la liberté totale de faire exactement ce que je veux. Et qu'on n'allait pas me censurer et qu'on n'allait pas... qu'on allait quasiment... Enfin, déjà, il y a le streaming live où ils peuvent rien faire. Et franchement, ils me laissaient toutes les libertés. Quand on dit télé-réalité calculée, bah non. Là, on avait toutes les libertés du monde. Quand tu sais que tu vas, quand tu es sûr que tu y vas, Ouais. tu pensais quoi? Bah, déjà, ça me fait chier, je dois rien dire à personne. Moi, j'ai envie de dire à tout le monde. T'es obligé, contrat de confidentialité, je dis rien. Donc, je me retiens, je suis là, tous les jours, j'y pense. Je me dis, putain, c'est génial. Je vais jouer un contrat à 100 000 avec 15 joueurs qui sont en plus des joueurs débutants, la majorité du temps dans ces émissions-là. Donc, les chances de le remporter, là, par contre, on s'approche du but de ce que j'ai pas réussi à faire en live. On me donne cette chance, si tu veux. Et donc, je me dis, putain, ça va être génial. Je vais pouvoir peut-être. Alors, je me mets pas trop de pression. Je dis, si je prends pas le contrat, c'est pas grave. J'aurais fait une super aventure. Tu vois. Donc, je me dis, ça va être génial. Je sais que je vais aller au Maroc, dans une villa, à Taroudan, avec moitié fille, moitié garçon. Ensuite, on voit carrément les personnes elles sont annoncées sur Internet. Donc là, je vois les autres candidats. Je dis, c'est pas mal. Il y a l'air d'avoir des gens bien marrants. Les personnalités sont bien ouf. Je me suis dit, on va se marrer. Effectivement, ça n'a pas raté. J'arrive et je me trouve trop bien dans cette famille. Une famille, quoi. Genre, je suis pas resté longtemps. On peut penser que j'exagère. Et je me disais toujours, quand je regardais Secret Story et des trucs comme ça, je me disais, mais les mecs, ils exagèrent à mort. Quand ils disent, ah, mais là, à l'extérieur, ça va être trop bizarre et tout. Les mecs en rajoutent à mort comme si dans la maison, c'était une aventure énorme ce qu'ils vivaient. Alors que les mecs, ils vont juste dans une maison. On peut se dire ça. Mais en fait, c'est pas vrai. Le temps est décuplé à l'intérieur de ce truc-là. Parce que quand tu es dans une télé-réalité comme ça, tu découvres des gens, déjà tu les connais pas, tu dors très peu. Donc en fait, tu as l'impression de passer énormément de temps avec ces gens-là. Moi j'ai passé 24 heures à l'hôtel à Orly avec les gens de la Maison du Bluff avant que ça commence hors caméra. Donc on a commencé déjà à se connaître comme une colo de vacances. Et ensuite on est arrivé dans la Maison du Bluff, j'ai passé 48 heures et j'ai joué ma première table éliminatoire au bout de 48 heures. Et les 48 heures étaient, j'ai l'impression d'avoir passé 3 semaines dedans. Tellement j'ai l'impression de connaître les gens alors que je les connais de 3 jours en fait. Et tu as des affinités qui se créent très vite, t'es intéressé par certaines filles, t'as envie d'être pote avec certains mecs, tu détestes certaines personnes. Voilà, c'est comme dans la vie de tous les jours. Donc, ça se passe pas si bien que prévu. non. Parce que tu vas, comme tu dis, tu vas bust Ouais. première puis tu peux pas faire grand chose en plus. Non. Tu peux pas Bah, faire en fait, on a quand même checké avec Kazoul justement, avec Hugh Brecard, Tom Jarry, que des très bons joueurs qui ont regardé avec moi la table. On a regardé chaque play et on a dit, les mecs à chaque fois ils disaient, je fais pareil que toi. Dans ce coup, je faisais pareil. Et on arrive au bust. Donc, comme quoi, voilà. Un sit and go, ça reste, même s'il n'y a que 2 éliminés sur 6, ça reste il y a une part de chance énorme que je sorte. Et voilà, j'ai pas eu de deuxième chance. Donc, effectivement, j'ai busté. Et c'était très très sec parce que je m'étais tellement fait de film depuis 2-3 mois que me dire maintenant il faut y aller, Johan. Ça fait mal. J'ai pleuré déjà comme un gamin. Je pleure pas souvent, hein, mais j'ai pleuré comme un gamin. Ils ont dû venir me voir pour me dire faut y aller quand même, on va pas te. Voilà, mais j'étais en train de fumer des clopes et j'étais pas bien, mais vraiment pas bien. Je me disais, Tu pensais quoi? ça C'est s'effondre. justice, c'est quoi? Je me disais que ça s'effondre, quoi. Que. Mais pas que le contrat, tu vois. Le contrat, c'est pas. Je vais pas mourir. Je sais que je vis du online et que ça se passe très bien. C'est juste que. Et l'aventure, je l'ai pas vécue, tu vois. Et j'avais envie de la vivre. C'est de la faute à personne, c'est de la faute à la variance. C'est juste comme ça. Ça s'est mal passé sur cette partie.
j'ai eu que des configs qui ne me permettaient pas de faire autre chose que de buster. Donc voilà, et ouais, j'étais triste. Et puis quand tu vois Audrey qui pleure, moi je sors de la table, je me fais éliminer, je suis le premier éliminé. Voilà, ils sont tous dans une tente qui est dans le jardin de la maison, à regarder eux ils regardent la table, donc ils voient tout en pleine nuit, tu vois, et donc tout le monde est stressé parce que voilà, on n'a pas envie que son préféré perde, ou son pote, ou sa nouvelle copine perde. Et Audrey, c'était ma pote. Et Audrey, j'ouvre la porte pour aller dans le jardin. Elle est déjà dans le jardin parce qu'elle entend un bruit. Elle vient me chercher en courant, elle pleure et tout. Donc là, je la prends dans les bras. Et c'est tellement fort en fait. Et cette meuf, je la connais depuis 2 jours à ce moment-là. Et c'est très très fort de se dire qu'une random que je connais depuis 2 jours, je vais partager une émotion aussi intense que pleurer avec quelqu'un, ce qui arrive peut-être, je sais pas, dans une vie. En tout cas pour moi, ça me fait arriver 3-4 fois dans ma vie. Donc si une télé-réalité peut me procurer ça, bah, tous les jours je re-signe parce que je trouve que c'est important. C'est important d'avoir des émotions, c'est important de vivre des choses uniques. Et cette émission m'a permis de vivre vraiment un moment unique. Et c'était très court malheureusement, mais c'était génial. Et ouais, je regrette pas. Tu parlais d'Aubin Cazal. Aubin Cazal aujourd'hui s'est mis en retrait de la vie du poker. Oh, ouais, non, il vient de reprendre. Alors, je te donne une petite info. Je sais qu'il vient de reprendre parce que je l'ai vu avec Jean, mais il vient pendant longtemps, il s'est mis en retrait quand même. Ouais, il va pas trop reprendre le live, hein, il vient de reprendre surtout le online. Ouais. Est-ce que toi, ça t'a donné envie aussi, parfois, en voyant qu'il se mettait en retrait, de te mettre toi aussi en retrait quoi? Non, parce que lui, il a tellement accompli de choses que je comprends pourquoi il s'est mis en retrait. Il a accompli trop vite des choses. Normalement, il faut une vie pour accomplir. Le mec a gravi les échelons en 2-2. Parce que c'est un génie, parce que c'est un mec qui a toujours été en avance sur tout. Et pas que ça, hein, dans la vie de tous les jours, quand tu parles avec Aubin, c'est un mec qui réussit à comprendre des dynamiques de n'importe quoi, dynamique sociale, en 2-2. Il peut dire, ah ouais, non mais ça, le mec pense comme ça. S'il t'a dit ça, c'est parce que voilà, il veut faire ça. Et en fait, ça correspond à la pensée de la personne que tu as en face, et parce qu'il sait. Et donc ce mec-là, il a tellement accompli de choses que je pense qu'il a eu besoin de se retirer à un moment. Voilà. Et puis il est passionné par la nature aussi, donc voilà, il avait besoin il s'est acheté un terrain avec les sous qu'il a gagnés, puis il avait besoin de planter sa nourriture, de faire sa vie qu'il a envie de faire, c'est-à-dire la nature, de ne pas être dépendant de cette société. Finalement, c'est l'opposé parce que il a tellement connu les strass et les paillettes entre guillemets avec le circuit. Les grands hôtels, voilà, t'as des spas de ouf, des boîtes, voilà, on dépense des sommes ridicules pour faire des soirées. Et là, il se retrouve à vouloir faire complètement l'inverse, avoir une petite vie de campagne, parce que ça lui fait du bien, parce que c'est comme ça qu'il voit les choses, et qu'il ne veut pas la vie mondaine, entre guillemets, et tout ça. Donc il y a différents profils dans les joueurs de poker. Lui, c'est un profil très particulier, et je comprends par contre pourquoi il a fait ça. Et du coup, ça lui a permis de peser sa vie. Maintenant, il a envie de faire un peu de poker et beaucoup de vie. Donc, il préfère faire comme ça. Or, moi, je suis complètement opposé. Je suis 100% poker. 100% poker parce que je sais que c'est un jeu qui regorge d'argent encore, où il y a énormément de joueurs amateurs qui sont des gens qui, par exemple, sont très riches, qui n'ont pas peur de lâcher des sommes. Et donc, ces gens-là, en se divertissant, font vivre des pros. Et tant qu'ils existent, finalement, je pense qu'il faut rester dans le poker. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, c'est pour ça que je vais rester au moins encore 4 ans. Je pense qu'après, ça va peut-être saturer, surtout online. C'est déjà en train de commencer, hein, mais c'est pas à la fin. Quand j'entends les gens qui disent c'est la fin du online et tout, on est loin de la fin, je vous assure. Il faut juste retravailler ses games, il faut retravailler son jeu, mais il y a encore beaucoup de choses à prendre, beaucoup d'argent à gagner. Et c'est un jeu vraiment qui permet une liberté de ouf. Quand tu gagnes de l'argent comme ça, puis tu te dis je peux faire n'importe quel projet, je peux faire voilà. Si tu fais pas le con, aller en boîte tout le temps et prendre des tables à 2K, aller aux putes et tout ça, mais si tu fais pas le con, bah, tu as une bankroll qui te permet de faire ou un projet de la musique par exemple, faire du cinéma, je sais pas moi, ouvrir un restaurant, tu peux faire n'importe quoi. Si tu as envie de faire un projet qui te tient à cœur depuis des années, que tu n'as pas pu faire avec un vrai boulot, puisque le vrai boulot ne t'amène pas cette somme d'argent aussi vite que le poker, et bien tu peux le faire grâce au poker. Donc moi je le prends comme un boost pour booster ma carrière qui aura lieu par la suite, parce que ce ne sera pas le poker. Voilà. Johan, dernière question. Le jour où tu vas arrêter le poker,
et qu'on va parler de toi, quand les nouvelles générations parleront de toi et de YoViral, tu veux qu'on dise quoi de l'homme et quoi du joueur? Attends. De l'homme. Ben, je veux qu'on dise que j'étais un mec honnête et droit, qu'avec les gens j'ai toujours été. Quand je dis quelque chose, c'est que je le pense vraiment. J'ai jamais été hypocrite. J'ai été la personne que je suis dans la vie de tous les jours, naturelle, qui n'a pas peur de se clasher s'il faut se clasher, qui n'a pas peur de s'énerver s'il faut s'énerver, et aussi de dire les choses quand il aime quelqu'un, qui a toujours été honnête dans tout, tout ce qui est stacking, etc. Qui a toujours eu envie de gagner pour les stackers. Voilà, ça j'ai envie qu'on dise plutôt de la personne, et puis ouais, en fait, puis en plus du joueur et de la personne, tout ce côté ouais, sincère, et puis quelqu'un de marrant. J'ai envie qu'on dise que j'étais marrant, que ça faisait plaisir aux gens de passer des soirées avec moi, qu'on avait envie de passer du temps avec moi parce qu'on aimait bien ma compagnie, parce qu'on me trouvait marrant. Ça me fait plaisir. C'est un compliment qui fait plaisir. Voilà. Je dis souvent le meilleur pour l'avenir. Est-ce qu'on t'a revu à la maison du 9-5? Putain, j'aimerais bien, hein. Ah, il faut que je fasse les qualifs online, quoi, les trucs, les tournois où il y a plein de joueurs. Tu vas les jouer ou pas? Ouais, je vais tous les jouer. C'est sûr. T'imagines, je rentre là-dedans. Là, je fous un bordel. Je fous un bordel. Je vais kiffer. Mais je vais faire les qualifs online. Merci beaucoup, Yoann. Merci Loïc, c'était cool.